Hello, Hello, comment ils vont bien? ça va? Bien ou bien? Ça va. Comment il va le caribou? On t'entend pas, caribou. Vas-y, je t'active. C'est bon. Bonjour à tous. Bon, bah, le caribou, il va bien, hein. T'as le bouc. Oh, le petit bouc. Ben ouais. Ah, je vois pas moi. Ah Ouais, oui, petit c'est bouc. c'est des petits boucs de bébé. J'étais un oublié de la pilosité. Ça va super bien là depuis le déconfinement là. C'est fou. Il y a du business, hein. Il y a vraiment du business, hein. Là, c'est un truc de dingue. Ah Et tant bah mieux. là, attends, on a été déconfiné il y a 11 jours, 5 transactions. Bien. Tous les 48 heures, tu fais une vente. Ça va? C'est à peu près ça, ouais. Bah, c'est bien. Et toi, Et les stats, Mika, au niveau France, ça bouge? C'est dynamique? Oh, ben, plus 100% entre la dernière semaine de confinement et cette semaine, la première semaine. Bon, bah, c'est que c'est positif. Ouais. Et dites-nous en commentaire si ça bouge aussi pour vous, parce qu'on est curieux, nous. Parce que moi, je sais qu'ici, c'est un peu le feu, hein. Ça court partout. Les agendas sont remplis, donc c'est cool. c'est tellement le feu que Justin et moi, on a énormément de mal, même à joindre par Messenger. C'est grave. Grave. Tellement. C'est un truc de dingue. Très, Donc très c'est bien. fort dans le sud de la France. Ok. Stéphane, tu nous dis qu'il n'y a pas le lien live stream sur MyCast. Je viens de vérifier et il y est. Donc, Dans le calendrier, dans l'agenda, il y est, non? ouais, il y est. Ouais, ouais. Bon, ok. J'ai eu un coup de flip là d'un coup. Bien. Bah, on va Bon. attendre quoi, 2-3 minutes encore là, le temps que tout le monde, s'il y en a qui arrivent encore. Ah, ils sont peut-être en rendez-vous, hein. C'est la Ça, digestion. ça- ça voudrait dire qu'on a réussi notre objectif de ces 2 derniers mois, d'être là tous les vendredis matins, de motiver, de donner des pistes pour maintenir et faire grandir la business, et puis que le maître mot qui était venu tout au long de ces semaines, c'est restons dans l'action et continuons. Euh, Ouais, donc, s'il clairement. y a moins de personnes aujourd'hui, et ben finalement, presque j'en suis heureux. C'est que, en tout cas, j'espère qu'ils sont au boulot, quoi, parce que si c'est pour faire grasse mat, sachant qu'il est 14 heures en France, ça serait bien. C'est la digestion, c'est la digestion. Ah ouais, le week-end, enfin nous, le week-end dernier, on a eu un week-end de 3 jours. J'ai trouvé tellement abusé après 2 mois de week-end. Ouais, bah, écoute, tu sais, en France, il y en a qui prônent pour la prise de vacances, donc Ouais, ouais, ouais. Bon, disons qu'il faut en prendre aussi, hein. oui, c'est vrai, c'est bien vrai. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Mais Oh, bon, de quoi on parle aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de Shift 9, hein, d'accord, le neuvième chapitre. Donc, Oui, on va voir comment on peut créer un sentiment d'urgence sur un marché qui vient de changer, et notamment vaincre la réticence des acquéreurs, puisque les acquéreurs, quand le marché bouge, généralement, ils s'immobilisent, ils oui. attendent le bon moment. Voilà. Oui, beau moment. Finalement, de quoi on parle? Et enfin, c'est marrant, entre guillemets, c'est une conversation que j'avais avec une de mes associées cette semaine qui voulait motiver les gens. J'ai fait, t'as pas ce pouvoir. On les détecte. Et puis simplement, c'est si quelqu'un prend le mauvais chemin, c'est pas, il n'y a pas besoin de le motiver pour qu'il se dépêche, mais simplement de l'éduquer pour qu'il change éventuellement de chemin. Tout par l'éducation. Alors, on va voir beaucoup de choses justement autour de ça parce qu'on va s'apercevoir qu'en fait, c'est plus dans la tête que dans les chiffres, surtout pour les Définitivement, acquéreurs. clairement. Donc, bien, petit retour sur ce qu'on a vu pendant Shift, parce que c'est quand même la neuvième semaine déjà. Donc, on a vu le mindset, la gestion financière, les leviers, la lead generation, la conversion des leads et la conversion des leads sur Internet. On a vu la stratégie de prix pour fixer, avec le vendeur, pour fixer le prix de départ. Et Ouais. on a vu derrière la stratégie de commercialisation, c'était la semaine dernière. Maintenant, on Oui, passe de l'autre côté acquéreur. Et là, aujourd'hui, ben, on se rend compte que quand le marché change, les acquéreurs font un mouvement de recul en disant oula, oula, oula. oui. Et puis, je dirais plus largement, c'est que ce chapitre peut aussi également s'adapter du côté vendeur. Euh,
clairement, quand je préparais, quand on a préparé le live, je me disais, mais il y a trop de points en commun avec le vendeur. Simplement qu'un vendeur, une fois qu'il a déménagé ou pris la décision de vendre et puis de partir, il va falloir qu'il passe du côté acheteur. Donc, ça aussi, on va en parler. Au travers des 6 points qu'on va voir aujourd'hui, à savoir d'abord ce mythe qui alimente les réticences. Après, on va comprendre c'est quoi l'urgence, comment être l'économiste de référence, la source d'information, et les aider aussi à tirer profit de leur motivation, leur fameux why, big why. Et les 2 derniers points, venir à bout justement des réticences des acquéreurs. Et puis après, le moment propice, c'est quand, c'est quoi, on va voir tout ça. Ouais, on va voir s'il existe le moment propice. Ouais, s'il existe, parce que en fait, il y a quelque chose que je trouve assez ironique sur un marché d'acheteurs, c'est que même s'il y a de nombreuses occasions d'acheter, l'urgence des acquéreurs a tendance à descendre jusqu'à un niveau parfois jamais atteint. Et dans cette ironie, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, les acheteurs étaient dans l'empressement incroyablement pressé d'acheter, et alors qu'on était dans un marché de vendeurs. Tu vois, les prix grimpent à toute vitesse, les ventes se faisaient en un jour ou deux, et puis finalement c'était peut-être l'un des pires moments pour avoir un bon rapport qualité-prix. Et puis ce qu'on constate, c'est que les gens achetaient. C'est ça, ce choix allait intervenir comme si demain était le dernier jour, tu vois. Et puis la peur elle est toujours présente. C'est juste qu'elle a changé de visage. C'est la peur de payer trop cher, je crois, qui semble stopper les acheteurs. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est dans le même raisonnement que la bourse. Tu sais, puisqu'on parle de marché, c'est-à-dire que généralement, tu sais qu'en bourse, quand il y a le cours qui monte, une action qui monte, tout le monde achète en disant ça va monter toujours. Tu sais, donc tout le monde achète et en fait, ils achètent cher. Et quand ça baisse, ça vend, mais finalement, il y a des gens qui vont attendre encore une fois que ça aille jusqu'au plancher, si ça existe encore une fois. En fait, ils attendent tellement tard que c'est une fois que ça a remonté qu'ils vont racheter. Et en fait, ils sont à contresens, à permanence de la logique des choses pour faire un bon achat. Il y a une forme de blocage. Ouais, complètement. C'est plutôt rigolo, et c'est ce qu'on perçoit en fait, c'est cette fameuse réticence. Ils sont réticents à acheter parce que, comme tu dis, ils vont se dire mais si ça baisse encore, ça veut dire que j'aurais acheté trop cher. Ils sont toujours là-dedans. Et donc cette crise économique, du coup, ils vont perdre les raisons principales de leur achat. Ils vont plus être sur quelque chose qui les motive. Donc, les raisons principales d'un achat, on les connaît. Hein, c'est changer dans un meilleur quartier, avoir une meilleure école pour les enfants, se rapprocher du lieu de travail, avoir un plein pied à la place d'un truc à l'étage parce qu'on vit. Enfin, bref. Une tombe de plus, un plus grand jardin ou un jardin tout court pour ceux qui, par exemple, en appartement. Et en fait, ils vont juste aller chercher du prix. Et ils perdent complètement toute raison et ils vont être accrochés au prix. Et ils n'ont que ça en tête, acheter au meilleur prix possible. Ouais. Ça, c'est normal, sauf qu'ils occultent complètement le reste. Donc, et du coup, on a 2 types d'acquéreurs, en fait. On a celui qui est persuadé qu'il arrive à chronométrer le marché par rapport à la descente et il va se dire je vais acheter au plus bas et je connais exactement le moment où il va falloir que j'achète. Et puis, que le timing, dans sa grande bienveillance, va s'adapter à eux. Exactement. Ça, c'est les autres. Les autres, ils se disent mais moi, de toute façon, je suis bon et en gros, peu importe du moment où j'achète, grâce à la négo, je vais pouvoir adapter un petit peu le timing. Tu vois, les mecs qui sont persuadés qu'ils vont arriver à compenser le timing de marché parce que ça, c'est important. Donc voilà, ceux qui cherchent à prévoir quand un marché d'acheteurs va chuter, eux, c'est généralement ceux qui n'arrivent pas à se positionner, à se décider parce qu'ils ne seront jamais persuadés qu'ils achètent au bon moment. Exactement. Donc, ils vont attendre, ils vont toujours trouver une bonne excuse, mais la raison au fond, c'est oui, mais je ne suis pas sûr d'acheter au moins cher, entre guillemets. Voilà. Et les vrais acheteurs, eux, ils n'attendent pas le plancher. Ils veulent vraiment, ils sont plutôt dans l'achat réfléchi. Raisonné. En disant, voilà, c'est le moment pour nous pour acheter. Donc, idéalement, on va essayer de faire en sorte que tous les facteurs se croisent à peu près au bon moment et en tout cas avoir la sensation d'acheter correctement. Et ils savent très bien qu'au final, quand on achète dans un marché, il y a quand même une question de chance parce qu'au final, tu vas acheter à un moment T. Si tu as le plancher qui est juste en dessous, tant mieux, tu as super bien acheté, tu as un gros coup de cul, quoi. Par contre, si tu achètes ici et que ça continue à baisser très très loin, tu dis merde, j'ai acheté plus haut en fait que ce que je pensais. Donc, il y a quand même cette notion de chance parce qu'il y a plein de facteurs qui sont externes
et qui ne sont pas liées à la volonté des acquéreurs. Et puis, personne n'a le contrôle sur le marché. Personne. Personne. Absolument personne. Et alors, ce qui est quand même rigolo, parce que quand on discute avec des acquéreurs, ils sont persuadés soit de battre le marché, soit d'anticiper le marché, soit carrément de faire en sorte que de toute façon, peu importe quand c'est qu'ils vont acheter, ils feront quand même un coup. Sauf qu'on sait très bien que ça n'existe pas. Pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment leur faire comprendre ou comprendre ce qu'est l'urgence et ce sentiment d'urgence. Et justement, de comprendre l'urgence des acquéreurs. En fait, l'origine de ce sentiment d'urgence et comment répondre à l'absence de ce sentiment est impératif en cas de situation changeante où on parlait de crise économique, mais on n'est pas encore en crise économique. Ça prend quelques facteurs de trimestre consécutifs pour parler de ça. Puis là, quand les acquéreurs sont plus réticents à l'idée de faire des offres et puis plus enclins à renoncer à signer des compromis, nous, on doit être prêts. On doit créer chez l'acheteur justement ce fameux sentiment d'urgence. Et puis, comme tu le disais, dans cet aspect raisonné, franchement, il n'y a que les acquéreurs qui sont aptes, prêts et disposés à acheter, qui le veulent, qui le peuvent et puis qui vont aller de l'avant, qui passent vraiment, réellement à l'action. Clairement. Bah oui, et puis il y a 3 points. Donc justement, on disait apte, prêt et disposé. Et puis ce qu'il y a, c'est que sur un vrai marché de vendeurs, les acheteurs craignent souvent l'augmentation de la valeur des biens, donc la peur de payer trop cher. Et puis une fois que le marché a shifté, est en crise, enfin, moi j'aime pas ces mots-là, les mots de crise là, c'est comme le journal de 20 heures là, c'est que des mauvaises nouvelles, c'est pas bon pour le cerveau, mais simplement des marchés changeants. Et puis même si là on parle de shift d'un marché qui a changé, on sait que les marchés bougent en permanence, ne serait-ce que par la saisonnalité. Donc il n'y a pas un scoop dans tout ça. Et en fait, il y a un lien de cause à effet. Si les acheteurs sont réticents, il y a moins de ventes, moins de compromis qui se font. Et si les acquéreurs ensuite ont des remords, alors il y a davantage de ventes qui sont annulées. Pour la France, par exemple, les rétractations, ça peut aussi arriver parce qu'une fois qu'on a signé, on rentre chez soi, on fait une nuit blanche. Alors, il y a globalement 2 choix parce que j'ai acheté plusieurs fois dans ma vie. Soit on se dit tiens, j'ai pas fait une bêtise, ou alors on se dit tiens, est-ce que je vais mettre le plancher comme ça ou comme ça, alors que il y a toute la maison qui est à refaire, par exemple. Et puis franchement, il y a certains jours, on aura même l'impression de remonter un escalier mécanique qui descend. Ça serait comme vouloir, je sais pas, marcher sur l'eau. Ça marche pas. Moi, je te donne un exemple, puisque moi, je suis sur ce marché depuis des années, si tu veux. Oui. Il y a un truc, nous, on rentre des mandats avec une facilité déconcertante. Et souvent, quand je dis ça avec des gens qui sont sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon, sur Marseille, ils me disent Montréal. c'est quoi ce marché de dingue? Par contre, mais qu'est-ce que c'est dur avec les acquéreurs? C'est très dur de les verrouiller. On parle, nous, carrément de verrouiller un acquéreur. C'est pour te dire jusqu'où ça va. C'est un vrai travail de très longue haleine, de suivi proche, etc., etc. Il y a beaucoup plus de travail, nous, sur la partie de verrouiller, de positionner, de garder un acquéreur sur un bien. Parce qu'on va le voir après. Mais il y a tellement de choix. Ouais, sur la volatilité. Ouais. Incroyable. Et puis, justement, il y a des moyens qui ont été prouvés, testés, d'éduquer les acheteurs sur ce type de marché, de les soutenir quand ils cherchent à tirer parti des raisons personnelles qui les poussent à déménager, d'aller de l'avant, et de les aider à dépasser aussi leurs craintes, leur fameuse nuit blanche dont je parlais il y a 30 secondes, afin qu'ils se mobilisent pour devenir des vrais acquéreurs. Là, maintenant, tout de suite, de passer à l'action, là, clairement. Ouais. Donc, il y a 3 façons de stimuler le sentiment d'urgence. Ouais, il y a 3 façons. La première façon, tout à l'heure, tu parlais d'être économiste du secteur, oui. Économiste même de référence. Donc, ça, c'est la première façon de stimuler le sentiment d'urgence. C'est de rassurer par le côté chiffré, entre guillemets, bon achat, tu vois. Par rapport à ce qui se passe tout autour. Ensuite, c'est plutôt analytique, ça va être une approche plutôt comme ça. Deuxièmement, l'autre façon de faire, ça va être d'aider à leur rappeler un petit peu le pourquoi
pourquoi ils ont choisi de se mettre en recherche, etc. etc. Et troisièmement, ça va être carrément de gérer correctement la réticence et le mouvement de recul qu'ils ont à acheter en apportant de véritables arguments, voire même d'arriver à retranscrire des anecdotes, des projets réussis, etc., de leur montrer qu'il y a quand même un côté positif, parce que des acquéreurs qui sont réticents, ils sont dans la peur en fait. Et encore une fois, on rejoint Bold, on rejoint Coaching Bold, c'est d'arriver à faire passer de la peur au plaisir. C'est la troisième façon à créer ce sentiment d'urgence. Donc, premièrement, soyez l'économiste de référence du secteur. Évidemment, et nous on le voit tout le temps ici, je peux vous assurer que dès que le marché est du côté des acquéreurs, en fait, là, tout le monde est agent immobilier le week-end à l'apéro. C'est juste un truc de dingue. Ils se font influencer, mais de façon incroyable, parce que comme ils ne sont pas sûrs d'eux, ils ne sont pas sûrs d'acheter au prix le plus bas, ils ont tellement de biens à voir que finalement, ils ont vachement de choix. Donc, du coup, ils sont dans le doute. Et dès qu'ils vont faire un apéro le week-end, bam, il suffit qu'il y en ait un qui leur parle. Ça y est. C'est clair. Et moi, je fais toujours le parallèle là, avec le beau-père là, qui revient en revisite, qui a posé une fois de la moquette dans sa vie, là, et puis il est là, il tape sur le mur, tac, tac, tac. Ouais, c'est bon, c'est pour faire. Là, dis-toi, sur le marché où on est, ça se passe même avant que le mec il ait visité quoi que ce soit. C'est-à-dire que, tu vois, moi, l'exemple qu'on a, on en a eu un récemment. On a un couple d'acquéreurs, jeunes cadres, tu sais, recherchent une maison moderne. Ouais. Pareil classique, tu vois, comme truc. Le lundi, ils sont venus en disant non, finalement, je cherche une maison de caractère à rénover. Truc. Tu te dis, mais pourquoi? Et en fait, on a vu des magazines déco, on est allé manger chez des amis et finalement, ils nous ont convaincus qu'une maison de caractère, ça avait quand même plus de style. Tu es là, tu fais, mais c'est incroyable. Ils auraient pu t'acheter une maison avec toi terrasse le vendredi. Le mardi, ils arrivent, ils veulent une maison de maître. Ouais, mais ça arrive. Ça arrive. Et puis, il y en a je crois que c'est le pire que le beau-père ou le frère ou celui qui a un avis sur tout, là, les médias. Toujours vecteur de mauvaises nouvelles, de pseudo-analyse. C'est juste enfer. Parce que les bonnes nouvelles dans les médias, ça ne fait pas vendre le papier. C'est que les mauvaises nouvelles. Après, nous, on s'appuie sur les médias. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on se positionne en tant qu'expert. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'acquéreur qui est en face de nous soit convaincu qu'on maîtrise mieux que des médias nationaux, puisqu'on est en local, et qu'on est capable de montrer mathématiquement, chiffré, factuellement, précisément l'état du marché. Ça, c'est hyper rassurant parce que c'est de l'info utile. C'est pas comme tu dis, tu sais, du BFM en boucle en disant oh là là, oh là là, oh là là. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on va vraiment être dans presque de la pédagogie. On va expliquer avec chiffres à l'appui, graphiques à l'appui, comment ça se passe. Et je crois que le premier grand gagnant de faire ces analyses et de maîtriser ces données avant que ce soit les clients, c'est nous-mêmes. Bien sûr. C'est nous-mêmes. Moi, tous les 30 du mois, enfin une fois que le mois s'est terminé, je me mets dans mes analyses pour voir c'est quoi les 30 derniers jours. Donc déjà, moi, je m'éduque. Ce support-là, je l'utilise moi pour transmettre l'information et éduquer mon équipe. Et ensuite, tous ensemble, donc toute l'équipe, on est là à éduquer les clients. Et puis justement, on leur fournit des informations utiles. Complètement. Et puis moi, j'ai toujours eu cette approche parce que j'aime ça, les chiffres, les graphiques, etc. Et je disais aux clients, vous savez, il y aura toujours meilleur achat que vous, il y aura toujours pire achat que vous. L'idée et la question, c'est juste de se rassurer en disant est-ce que c'est un achat adapté au bon moment dans votre vie et dans ce que vous voulez plus tard. Voilà, c'est réellement ça. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir avoir une vraie stratégie pour donner confiance aux acquéreurs et les poser sur quelque chose de raisonnable et pas partir dans les émotions avec le prix. Il faut absolument qu'on achète au moins cher, etc. Alors que des fois, les mecs, ils sont contents, ils ont acheté super bas, mais ils se font manger sur le prêt. Tu sais Oui. Ah oui. Ça, c'est génial, le mec. Le mec, il a acheté super bas, il fait l'affaire du siècle, mais il se fait empéguer sur le taux. 16%, boum, comme dans les années 90. 80. Et ça, tout ça, ça, il faut l'expliquer à l'acquéreur, lui dire, mais écoutez, des fois, il vaut mieux acheter peut-être au prix marché et pas faire, entre guillemets, l'affaire du siècle et emprunter correctement, parce que les deux reliés, c'est plutôt pas mal, plutôt que d'acheter super bas, mais se faire avoir sur le financement derrière. Exactement. Donc,
pour moi, c'est vraiment de la pédagogie. Et il va falloir expliquer que c'est une activité cyclique aux acquéreurs, que encore une fois, un marché bas, ça s'est déjà produit, un marché haut, ça s'est déjà produit, que ce qui monte, ça va finir par redescendre, que ce qui descend, ça va finir par remonter. Donc, il va falloir vraiment avoir cette espèce d'éducation. Et c'est comme ça qu'on se positionne en tant qu'économiste de l'immobilier et qu'on peut renseigner les gens correctement. Après, il y a plein de moyens de le faire. Toi, je sais que tu utilises la newsletter et que tu es un très, très bon rédacteur de news sous ce format-là. La rédaction, je sais pas, disons que il y a la data et la rendre intelligente. C'est simplement, je m'appuie sur quelques chiffres et puis je rends ça simple. Ouais, mais ce que tu as fait pendant le confinement, tu vois, de pouvoir informer, etc., sur les chiffres, moi, je trouve ça super. Après, il y a la newsletter, il y a le site internet, il y a le blog, il y a le groupe Facebook, il y a la publicité. Enfin bref, il y a plein de façons de délivrer des choses pertinentes et des choses statées, c'est-à-dire des statistiques réelles sur le marché, vraiment des informations et des données économiques, il faut vraiment se positionner là-dessus, et en faisant une rétrospective sur tout ce qui s'est passé, sur l'historique, parce que le passé nous apprend beaucoup de choses. Oui. C'est très important de savoir comment ça s'est comporté avant, parce que ça nous donne quand même une tendance. Et après, il y a la chose importante, tu vois, on en parlait juste avant, c'est de dire il va falloir communiquer sur les taux d'intérêt actuels et toutes les façons qu'ils ont de financer un bien. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un argument mais hyper important pour convaincre les clients d'acheter immédiatement. Tu vois, nous, en ce moment, le discours des agences, c'est de leur dire, vous avez entendu, les taux sont en train de remonter. Ne tardez pas. Ne tardez pas. Non, mais là, maintenant, là, tu vois. C'est ça. C'est de dire, on est encore sur des prix immobiliers bas, les taux sont en train de remonter. Donc, qu'est-ce que tu vois, justement, quand tu as les acheteurs qui sont là en train de focuser uniquement sur le prix, mais le taux d'intérêt, ce n'est pas uniquement le taux d'intérêt, c'est le coût global de l'emprunt. Toutes les petites interlignes, les petites astérix en page 144, disons que le prix, c'est facile, le taux d'intérêt, c'est facile. C'est une donnée qui ne demande pas de réflexion, pas de lecture, pas d'éducation, mais simplement de regarder l'ensemble. Ça, en fait, c'est un projet qu'il faut voir dans sa globalité. Oui. Le taux d'intérêt, l'assurance du prêt, les conditions bancaires qui sont octroyées si au moment où il arrive, il change de banque. Si le mec il se fait frapper sur tous ces domaines-là, les garanties, hypothèque, machin, etc., combien il va payer tous ces trucs-là. Assurance avec la banque ou assurance pas avec la banque, assurance externe, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et le mec, même s'il a acheté super bas, il peut se retrouver en fait au même niveau qu'un acquéreur qui a acheté pas forcément au meilleur moment, mais qui a eu des super conditions de financement. Et en fait, il peut trouver quasiment au même niveau. Donc l'autre, il sera tué à la tâche à trouver le meilleur bien, le moins cher possible, à négocier comme un dingue. Et finalement, il va avoir un projet équivalent à quelqu'un qui ne se sera pas trop pris la tête, mais qui aura bien financé. Donc voilà. Après, c'est de voir qui se sera bien préparé, qui aura écouté l'information de qualité pragmatique qu'on leur a fournie. C'est pour ça qu'il faut devenir vraiment l'autorité du marché local, l'économiste du marché local, l'expert en IMO local, bien connaître ça, bien connaître ces chiffres. Tu vois, Gary Keller l'avait répété, tu te souviens, on était ensemble d'ailleurs, à la Family Reunion, il avait dit, know your numbers, c'était ça, qui répétait en permanence, connaissez vos chiffres. Donc, devenir l'économiste référence sur le secteur, ça c'est important. Et de rendre ça simple. C'est le plus important. Là. Tu vois, rendre ça lisible pour quelqu'un qui ne connaît pas, de rendre ça lisible. Moi, j'aime bien les graphiques parce que je rajoute des traits, tu vois, entre chaque pour expliquer. Enfin bon, il y a pas mal de choses là-dessus. Ou les systèmes, des petites flèches qui montent, des petites flèches qui descendent. Il n'y a pas mieux que des dessins. Il n'y a pas mieux que des dessins. Voilà. Donc, deuxième aspect, là, on est sur toute autre chose, puisqu'on a parlé rationnel, chiffres, factuels, on regarde l'historique, etc. Là, on repasse de l'autre côté, c'est-à-dire le côté qui va faire le moteur de l'émotion, on va dire, le mot le plus fort, c'est le pourquoi. Et finalement, il n'y a rien qui peut surpasser les motivations et les raisons personnelles pour qu'un acquéreur achète. Et clairement, on est tous guidés par le pourquoi. On le voit en Ignite, on le voit partout. En fait, acheter une maison, un appartement, pour le coup, on est exactement dans le même domaine. Donc, il va falloir vraiment trouver le moyen
le plus fin de comprendre précisément la motivation d'un acquéreur et de ne pas avoir peur de lui poser toutes les questions possibles et imaginables qui sont liées à ce fameux pourquoi il se met en action, pourquoi il se met en recherche de biens, pourquoi il a ciblé ce quartier-là, pourquoi il voulait telle école, etc. Vraiment aller un peu plus loin que ça. Et je le vois, ça je le vois au travers des collègues, des fois qui sont gênés ou inconfortables de poser trop de questions. Ils ont l'impression d'être en mode inquisition. Et puis, moi, je leur dis, il n'y a que celui qui posera la question de trop, tu sais, c'est quand le client te dira ça ne te regarde pas que tu sais que tu auras été trop loin, tu vois. Mais plutôt que de ne pas oser poser ces questions. Poser des questions, c'est s'intéresser aux gens, écouter les réponses, c'est encore plus s'intéresser à eux et puis prendre des notes. Là, c'est vraiment les considérer. J'ai été éduqué où on m'a dit il vaut mieux demander pardon que la permission. Oui, clairement. Parce que si tu demandes la permission, tu ne fais jamais rien. Du coup, il faut poser des questions. Et comme tu dis, y a des gens qui vont simplement dire écoutez, ça, je n'ai pas trop envie d'en discuter, ça me regarde, etc. Bon, ok, mais juste le haut là sur un sujet. Pas de souci, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de se vexer, être outré, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, ça permet de connaître le point de douleur. Exactement. Et puis l'idée, en plus, tu vois, c'est pas de manipuler les clients en parlant vraiment de choses intimes. C'est pas du tout ça. On veut juste comprendre le cœur de leur action, ce qui les met en mouvement pour pouvoir le leur rappeler. Parce que quand ils vont perdre toute raison et qu'ils vont commencer à partir le prix, de les ramener à la raison en disant attendez, oui, il y a le prix, ok, j'ai compris, vous voulez acheter au meilleur prix possible, c'est normal, tout le monde veut faire ça. Par contre, je vous rappelle que vous déménagez parce que monsieur est muté et que là il a signé et qu'à un moment donné il ne va pas dormir dehors. Enfin bref, il y a plein de choses, derrière qui s'expliquent. Donc, important, il va falloir les aider, les guider à prendre la meilleure décision, clairement, pour eux, pour leur famille, pour tous ceux qui vont évidemment composer le foyer, c'est important. Et il va falloir pousser aller chercher dans les motivations personnelles et vérifier tout ça dès le premier rendez-vous pour éviter des gens qui ne sont pas motivés. Et je crois que ce point-là est un des plus importants de ce paragraphe, je dirais. C'est que quand il s'agit d'un propriétaire vendeur, on veut forcément le rencontrer, on veut forcément aller voir sa maison, lui poser des questions. Et les acheteurs, finalement, on prendrait leurs critères au téléphone et puis c'est tout. Non, ça ne marche pas. Je crois que si on ne rencontre pas l'acheteur, ce n'est pas un acheteur. En tout cas, ce n'est pas le nôtre. Le mec qui n'a pas une heure pour se déplacer ou pour parler de son projet. Moi, j'en ai pas non plus. Non, mais tu vois, voilà. Mais moi, je leur dis, si vous n'avez pas une demi-heure, vous n'avez pas 45 minutes pour votre projet, moi, j'en ai pas pour vous non plus. Clairement, parce que déjà, ça te donne un signe de motivation. Après, il y a plein. Je peux vous en donner des astuces parce que nous, on en connaît plein, là, tu vois, pour le coup. Moi, clairement, le mec qui ne se déplace pas pour parler de son projet, je ne suis pas sûr qu'il soit réellement motivé. Deuxièmement, on fait exprès de mettre des visites le samedi à 9h. Parce que le mec qui arrive samedi à 9h pour visiter, généralement, c'est qu'il est motivé. Mais au moins, ça fait un espèce de filtre plus ou moins naturel. Tu vois, on met des horaires un peu bizarres. Midi et 2, 18h, 18h30, 9h du matin. On met des horaires comme ça parce que ça fait un filtre naturel où les gens disent « Oh non, attendez, moi, samedi, 9h, attendez, moi, je suis en week-end. » Ah bon ? Ah ouais, mais tu vois, en plus, là, il est juste au-dessus de mon mur. Là, moi, c'est mon script là. Et puis, quand est-ce que je leur demande quand est-ce que vous auriez 30 minutes, 45 minutes pour qu'on se rencontre. Et puis là, ils nous disent tiens, je peux simplement vous donner mes critères au téléphone. Là. Tiens, je te le dis. S'ils te disent, je peux simplement vous dire au téléphone quels sont mes critères. Et là, on lui répond en fait, c'est qu'au lieu de vous envoyer par courriel des centaines de propriétés qui pourraient convenir ou pas convenir, en se rencontrant, je pourrais mieux comprendre vos besoins et regarder avec vous sur notre ordinateur ce qui vous intéresse. Ok, quand est-ce que vous avez 30 minutes? On est flexible aujourd'hui, demain, journée, soir. On a un autre petit script qu'on rajoute parce que celui-là, moi, je l'aime bien, tu vois. C'est juste de dire, écoutez, ce serait quand même dommage pour 45 minutes ou une heure d'entretien avec moi de rater tout le marché off parce que généralement, c'est là qu'on fait les meilleurs achats. Oui. Et généralement, ils disent, mais c'est quoi le marché off? Le marché off, c'est tout ce que vous ne voyez pas qui est en ligne et dont nous, on a accès puisqu'ils sont en cours d'estimation et c'est des avant-premières, mais on peut vous donner accès que si vous nous accordez un entretien de 45 minutes, une heure. Sinon, moi, je ne peux pas aller chercher parmi un millier de biens ce qu'il vous faut.
Voilà, Ce qu'on appelle dans notre jargon en Amérique du Nord les pocket listings. Hein. Donc, Yes. les propriétés qui ne sont pas inscrites, mais que s'il y a un acheteur qui vient, le propriétaire, en autant qu'il ait un prix qui puisse le contenir, qu'on puisse mettre tout le monde d'accord, lui, il serait prêt à déménager. Et là, les pocket listings, donc, qui est notre réseau de contact d'agents. Et puis, en plus, la beauté de la chose, c'est qu'on a le plus gros réseau de référence mondiale. Donc, autant l'utiliser à plein régime. Hein. Comme je disais dans la conférence à Lyon au mois de janvier, avant que ce soit nos clients, ce sont vos clients. Faisons des affaires ensemble. Exactement. Mais tu sais, moi, je fais le parallèle, tu sais, avec les acquéreurs. T'as déjà sauté en parachute? Non, moi je grimpe aux arbres pour aller chercher mon chat. Moi, par habitude, tu sais, quand on t'offre un saut en parachute, quand c'est dans un mois, bon, bah, tu te dis, ok, c'est cool, super cadeau, je vais sauter en parachute, etc., etc. Tu t'es un peu stimulé, mais bon, tu es un peu dans la peur, un peu stimulé. Bon, bref. Quand tu arrives la veille du saut, bah, généralement, les gens, tu vois, ils dorment pas trop, ou ils dorment pas bien, ou enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se mélangent, etc. Le matin même, quand ils arrivent au hangar, qu'on leur fait les consignes de sécurité pour commencer à expliquer comment va se dérouler le truc, là, généralement, les gens, tu sais, ils commencent à s'éteindre. Tu sais, presque on verrait les fenêtres Windows, tu sais, dans les yeux parce qu'ils se mettent en veille. Ils sont inertes. Et alors, je t'explique même pas quand ils sont dans l'avion, qu'il y a le brouhaha, machin, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le moniteur, bah, il t'assoit au bord de l'avion. Et puis, il a ce mouvement de… C'est lui, en fait, qui fait le mouvement de bascule, tu sais, de l'avion dans le vide. Oui. Et tout à l'heure, on parlait de faire passer de la peur au plaisir. Oui. En fait, là, je peux t'assurer que le mec, quand il est pendu comme une saucisse en haut de l'avion, au moniteur, il est dans la peur. Il n'est pas bien. Tu vois, je le comprends totalement. l'accélération où il passe dans le plaisir. Tu sais, mais en fait, c'est le moniteur qui a fait ce mouvement de bascule. Et moi, pour moi, l'agent, son rôle, c'est d'être ce moniteur-là, qui est très rassurant, Oui. qui va accompagner les acquéreurs dans cette bascule-là de l'achat. Donc, il faut avoir cette attitude de pédagogue, de quelque chose de rassurant et pas avoir peur de faire ce mouvement de bascule dans l'achat parce que, tu sais, en rappelant la motivation, tu vois. Oui. En rappelant la motivation. Et tu fais basculer les gens dans l'achat réellement en rappelant le pourquoi ils le font. Voilà. Et encore, nous, on est sympa, on leur demande pas de sauter d'un avion en bon état de marche. Ce qui est très con quand même, parce que pour sauter d'un avion qui peut atterrir, enfin bref. Ouais, enfin bon. Toi, tu dois certainement comprendre. Moi, je sais pas. Le sur l'élastique, non. Enfin bon. Donc, en tout cas, il va falloir venir à bout de cette réticence-là, justement, pour les aider dans ce mouvement de bascule au bord de leur projet, pas de l'avion, là, mais de leur projet. Et puis, comme tu le disais, avec ce gars-là qui va de l'avant, là, ils ont besoin d'une intervention extérieure. Hein. Donc, le parallèle avec l'avion, c'est une super transition, cher ami, pour la suite. Justement, ils ont besoin d'une intervention extérieure pour surmonter cette réticence. Et ils ont besoin d'une tierce personne. Le gars qu'ils ont dans le dos avec un parachute, j'espère que ce n'était pas le sac à linge sale, et qui leur montre que c'est normal d'acheter et leur donne quelque part le go. C'est bon, tu peux y aller, tout va bien. Alors, il y a 4 stratégies pour arriver à bout de cette réticence. La première, ça serait pourquoi attendre. Hein. Donc, tout ce qui est aspect des dangers de la régulation du marché. Échanger, donc l'opportunité que représente aussi un marché en baisse, parce qu'il y a clairement des opportunités. Réduire le champ des propriétés, parce que trop, c'est comme pas assez. C'est très québécois comme expression. Et puis, dénicher la bonne affaire, acheter tant qu'on peut. Clairement, parce que quand ça se contracte… Et ça pique. Alors, pourquoi attendre? Donc, tous les aspects de la régulation du marché, c'est que même avec une légère augmentation des taux d'intérêt au niveau des crédits, ça peut compenser une baisse importante des prix des propriétés. Et finalement, il y a peu à gagner dans ce scénario et beaucoup à perdre si les prix remontent ou si les taux grimpent en flèche. On en parlait en préambule. Les taux d'intérêt peuvent ouvrir en deux un bonhomme si on n'est pas là au bon moment. C'est clair et net. Hein. Imagine le marché, il baisse, j'en sais rien, moi, sur une maison standard, je sais pas moi, de 220, ça passe à 200. Ouais. Mais que tu gagnes 3 points sur ton taux d'intérêt, mais tu payes beaucoup plus en fait. Exactement. Il vaut mieux acheter à 220 à 1%. Quoi. Enfin, et ça, il faut arriver à le faire passer, à le faire comprendre ça. Bah oui. Et puis, si on a, c'est pareil, si tu revends une propriété qui vaut, je sais pas moi, 3,20
aujourd'hui, enfin hier, et puis que tu la revends aujourd'hui 300, et puis qu'après tu rachètes une propriété donc qui aurait finalement baissé d'environ 10% aussi à 400, donc 40 moins 20, bah, finalement tu as fait une économie de 20 000. Donc ça aussi, c'est important parce qu'il faut échanger, il faut qu'on échange sur les opportunités que représente un marché en baisse. Hein. Clairement. Mais oui, parce que s'ils ont prévu de faire ce mouvement, il faudra vraiment insister auprès d'eux sur le fait que les économies qu'ils vont réaliser sur l'achat d'une maison plus grande, comme je disais avec l'exemple d'un 300 versus un 400 et un écart 10 points, vont compenser n'importe quelle perte sur la vente de leur propriété actuelle. Comme on disait, il y a plusieurs scénarios. Soit tu es locataire et puis tu achètes une propriété qui est dans un marché en baisse, ou tu revends une propriété qui est dans un marché en baisse, mais tu rachètes également une nouvelle propriété dans un marché en baisse. Tu vas en bas, tu achètes bas. Bon, qu'est-ce qui va changer au milieu? C'est les conditions d'octroi de financement. Soit tu as des bonnes conditions et finalement tu es gagnant, soit tu dégrades tes conditions, donc là, ça va être compliqué, quoi. Donc, oui. Et il y a une chose aussi qui est compliquée, c'est se retrouver dans un marché où il y a trop de choix. Ouais. De réduire le champ. Clairement. En fait, quand on a le choix, on ne choisit pas. Quand on a trop le choix, on ne choisit pas plutôt. Parce qu'il faut avoir le choix, parce que sinon, on a l'impression qu'on nous impose quelque chose. Et puis moi, tu vois, il y a quand même une stat que j'aime beaucoup, qu'on voit en Ignite, c'est ce fameux 16%. Tu sais, pour moi, elle est importante, cette stat, c'est 16% des personnes appellent sur un bien et finiront réellement par acheter celui-ci. Tu sais, c'est ça la stat. Autrement dit, tu sors sur le bien sur lequel il t'a appelé en one shot, tu as 84% de chances de ne pas faire la vente. C'est clair. En gros, c'est ça. Et si tu veux, donc déjà, le choix, l'unique visite sur le bien que le mec a appelé, déjà, c'est pas bon. Donc moi, je leur dis à chaque fois, le taux là, de bien visiter, il faut qu'il soit plus large. D'accord ? Le one shot, chez nous, on n'en fait pas. Par contre, montrer 5, 6 biens, 8 biens, 10 biens et juste faire le catalogue en disant je veux voir ça, 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 ça et ça, pour moi, ça, c'est pas le métier de l'agent. C'est vraiment pas ça. Donc, il va falloir faire attention parce qu'en plus de ça, quand les acquéreurs ont le choix, ils ont l'impression qu'on est un catalogue ouvert. En un an, ici, là, à Perpignan, c'est même sûr même, c'est 460 biens à la vente en stock actuellement en ligne. Tu vois, okay. Sur un an. Donc, quand je te dis qu'on rentre des mandats, on rentre des mandats, tu vois. Du coup, on arrive avec des acquéreurs qui nous envoient une espèce comme une liste de courses. Tu sais. La liste d'épicerie. Je veux voir ça et ça et ça. Bon. Du coup, c'est pas évident, même pour l'agent, de faire une très très bonne sélection. Parce que lui aussi, l'agent, il se retrouve avec une quantité de biens énorme devant lui. Ouais. Donc, l'acquéreur, il a absolument besoin d'un agent pour s'y retrouver parce qu'en plus de ça, il y a un truc qui est terrible. C'est qu'il se fait un avis sur 3 photos et une description sommaire. Tu sais, ouais. Dans le catalogue. Donc, en fait, il n'a pas mis les pieds dans le bien, donc il ne sait même pas de quoi il parle. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, il va falloir pousser la découverte, faire vraiment la consultation minutieuse, personnelle, qui va vraiment permettre d'identifier les fameux critères objectifs, les critères subjectifs, leur priorité d'achat. Ça, il va vraiment falloir pousser le truc pour pouvoir offrir la meilleure proposition, la meilleure sélection de biens. Et c'est bien l'agent qui sélectionne les biens parce que généralement, il a mis les pieds dedans et il sait exactement à quoi ça ressemble. Et pour moi, c'est ça la plus-value de l'agent. C'est vraiment que lui maîtrise la sélection de biens avec ses tournées de visite. Et qui peut même de proposer des choses adaptées, quoi. Moi, je vous partage une technique que j'utilise qui est hors shift là et franchement, c'est assez redoutable. Quand je suis avec le client sur mon rendez-vous d'acheteur, de présentation des services, on signe le mandat de recherche, etc. Je leur dis, voilà, il y a 8 propriétés qui fonctionnent vraiment bien. Je leur dis maintenant, vous les classez, donc on a la liste. Okay. Maintenant, dans cette liste, vous la mettez de votre super favori en premier, 1, 2, 3, 4. Et ces 4 premiers, ça va être notre premier rendez-vous. Les 4 suivants, dans un deuxième rendez-vous. Parce que si on visite 8 propriétés en même temps, laisse tomber. Ils mettent la couleur des volets avec le salon de l'autre, la piscine avec le terrain, machin, c'est l'enfer. Et je leur dis, dans ces 4 premiers, vous mettez ceux que, si jamais, avant le deuxième rendez-vous, je vous annonce que c'est vendu, vous êtes dégoûté de la vie. C'est clair.
Et puis, le fait de prendre 2 rendez-vous, d'occuper le temps, le terrain, le temps. Parce qu'en fait, les gens n'ont qu'un certain nombre d'heures dans une semaine à consacrer à leur projet et qu'il faut monopoliser ce temps. Ouais. Et puis, on boucle le premier parcours de visite. OK. Le deuxième, lui, il est déjà planifié. On sait où tout le monde va. Et en faisant ça, et ben, bien souvent, j'arrive même pas au deuxième rendez-vous. Ouais. Parce que leur extra favori, c'est eux qui les ont mentionnés. Ils se disent, en première tournée, je vais voir la liste premium, quoi. Je vais voir la liste secondaire en deuxième tournée. Il y a un truc que tu as dit très rapidement et qu'on sort souvent et qui est très important. Moi, tu vois, fréquemment, ici, on voit des acquéreurs qui passent à la porte et qui disent, oh là là, on a visité une vingtaine de biens, il n'y a rien qui nous correspond. Ah. Ouais. Et en fait, tu l'as juste évoqué, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils se retrouvent avec dans la tête un bien idéal, avec le séjour du premier bien qu'ils ont vu, la piscine du 4e bien qu'ils ont vu, les chambres du 12e bien qu'ils ont vu. Et en fait, ils sont en train d'idéaliser une maison qu'ils ne trouveront jamais. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est lié à un trop grand choix sur le marché. Il y a un trop grand choix et pas de débriefing. En fait, moi, à chaque fois, je fais le jeu du podium. Par exemple, maison 1, on a visité. OK, elle est première. OK, là, on va visiter la deuxième. OK, laquelle vient sur laquelle prend la médaille d'or? Troisième, est-ce qu'elle passe en 1, 2, 3? Je connais personne qui a acheté la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Donc, en mettant toujours la propriété favorite en la plaçant sur le podium dans leur cœur, dans leur tête, on revient toujours à la médaille d'or. Et c'est un système qui est super simple. Et tu vois, par exemple, à chaque fois, je ne parle pas de la maison qui était à tel prix, à telle adresse, c'est la maison au volet bleu, la maison avec le chat, la maison avec telle déco, vous vous souvenez. Je raccroche à des images. Et ça, franchement, ça marche super bien. C'est les marques, bien sûr. Bah oui, ça leur permet de mettre de l'ordre dans leur tête. Ils arrivent à classer. Exactement. C'est de l'ordre. Après, il y avait la 4e façon de pouvoir vaincre la réticence des acheteurs, c'est leur expliquer qu'il faut qu'ils achètent tant qu'ils le peuvent et dénicher. Moi, j'appelle pas ça une bonne affaire. J'aime pas trop le mot. Je trouve ça un peu péjoratif en France, en tout cas pour un vendeur. Bonne affaire, tu vois, ça fait un peu, on a bradé, tu vois. Pour les vendeurs, c'est connoté comme ça. Moi, j'ai toujours parlé d'opportunité avec des acheteurs et en gros, c'est proposer, par exemple, pour avoir accès à ma liste d'opportunités d'achat que je mets à jour quotidiennement, vous enregistrez. Voilà. C'est un peu la phrase d'accroche un peu provoque pour dire, OK, quand je vais sortir avec lui, à mon avis, je vais voir des trucs sympas. Ah oui, et puis ça, on peut l'utiliser en marketing. Obtenez la liste des 10 meilleures affaires pour tel truc, inscrivez-vous à tel endroit. Après, ils cliquent et puis après, on les rappelle. Et puis après, c'est un système d'offres avec qui percute un peu. Et évidemment, comme tu dis, ça sert en prospection, ça sert en marketing, ça sert pour se démarquer. Et c'est intéressant. Moi, souvent, j'abordais quand même carrément le sujet avec les vendeurs en disant, je vais me permettre de proposer votre bien en parlant d'opportunité d'achat. Comme ça, au moins, le vendeur était au courant que je présentais son bien en opportunité d'achat. Ouais. Il ne faut pas vexer parce que tu imagines bien qu'un vendeur, il va marquer opportunité d'achat, etc., ou bonne affaire, il peut se vexer, le vendeur. Oh oui, totalement. L'impression de se faire avoir. Exactement. Le fait d'expliquer comment on va présenter la maison en utilisant le terme opportunité d'achat, etc., déjà, ça permettait de communiquer librement dessus et de rassurer les acquéreurs, voire même qu'un vendeur presque joue le jeu en disant vous voyez, c'est quand même une sacrée opportunité. Donc, c'est assez rigolo, quoi. Un prix juste pour une vente immédiate. Ouais, c'est exactement ça. Et ça peut rassurer un acheteur, le faire basculer dans l'achat, comme on disait, et ça met c'est une bonne raison qui mettent leur réticence de côté, qui viennent avec vous dans ce projet, ou qu'on y aille ensemble en tout cas, pour justement dénicher cette opportunité d'achat. Et souvent, moi, je pense qu'une affaire bien faite, l'acquéreur doit avoir le sentiment d'avoir saisi une opportunité, pas forcément en termes financiers, mais en se disant waouh, heureusement que cette maison elle était là, ça me correspond, j'ai une belle opportunité, je l'ai saisie. Et ça, c'est top. Et puis, moi, j'en ai une, et puis c'est dans nos valeurs, c'est win-win dans notre deal. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui tire la couverture que pour lui, quoi. Et puis, à partir du moment où il y a justement cette bonne propriété qui arrive sur le marché, que l'acheteur est prêt, etc., quelque part, il est là le moment propice. Parce que
en fin de compte, pour créer un sentiment d'urgence chez nos clients, on doit connaître le marché sur le bout des doigts, clairement. Avoir pris le temps de les avoir rencontrés, découverts, poser des questions, écouter les réponses sur ce qu'ils veulent, sur leurs besoins. Parce qu'il y a aussi une réponse à des besoins au-delà de je veux une maison avec des volets de telle couleur là. Et puis qu'ils aient toutes les capacités, qu'on ait toutes les capacités requises pour leur communiquer les opportunités offertes par le marché. Donc en expliquant en amont, justement, au travers de petites histoires, tiens, il y a tel client, il s'est passé ça, et puis ensuite, il s'est passé telle affaire, on les éduque. Et puis d'ailleurs, c'est beaucoup mieux de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, même si, entre guillemets, ça peut être une histoire, un storytelling fictif. Pas d'histoire de copain. Hein. Voilà, on romance un peu l'histoire. Plutôt que de dire attention, si vous faites ça, il va se passer ça. Tiens, vous savez, tel client, c'était il y a 2 mois, une petite dame qui était à tel endroit. Whatever, mais de raconter une histoire. Et puis les gens adorent le storytelling, qu'on raconte une histoire. Ils adorent ça. Ben oui, ils adorent ça. Et puis, on est le professionnel vraiment qui est dévoué, qu'ils ont engagé, qu'ils ont décidé d'engager, puis que nous, on a pris la décision de travailler avec eux parce que c'est une décision réciproque. Ils t'ont embauché, tu as signé le contrat de travail. C'est ça, hein, ils t'ont embauché. Un contrat de partenariat. Je travaille avec eux. Je travaille avec eux, je ne travaille pas pour eux. On travaille ensemble. C'est une question de perception. Hein. Puis ça, c'est comment on nourrit notre cerveau qui fait toute la différence. Si vous voulez avoir le cerveau pourri, vous mettez BFM en boucle. Hein, et puis, vous avez pris une autre décision, c'est de venir sur Shift le vendredi matin. Il est 15h en France. Là. Mais on est là pour les aider à prendre les bonnes décisions, les mesures appropriées. Et puis, on doit mériter le droit d'être cette personne auprès de nos clients. Et puis, on doit avoir le courage d'agir en ce qui a trait à la vérité. Disons que si on dit quelque chose, il faut être vraiment convaincu qu'on a donné la bonne information. On n'est pas là pour flouer les gens ou leur dire n'importe quoi. Mais si nous, on est nous-mêmes convaincus qu'on a fait nos devoirs, qu'on s'est bien préparé, qu'on a la bonne information, c'est sûr qu'on va être convaincant. Et puis, c'est un adage. Si tu veux être convaincant, tu veux être convaincu. Puis d'être vraiment bien préparé. Et puis clairement, moi je le vois parce que dans les systèmes, par exemple sur les rapports de marché, s'ils cliquent sur le rapport, moi je me fais notifier. Après il y a un SMS automatique qui part, tiens, ça trouve un truc intéressant. Et puis après on engage la conversation et puis je les appelle. Ça permet aussi d'avoir un échange. Et les gens vraiment sont reconnaissants. Ils nous remercient. Et puis là, ils nous recommandent encore et encore et encore à leurs proches. J'ai encore un exemple, l'histoire du rapport de marché. J'ai un de mes meilleurs clickers sur ces infolettres qui, on a fait quoi en 2 ans, on a fait 3 transactions ensemble. Et hier, comment il s'appelle, il y a Guillaume qui m'appelle et qui me dit tiens, je t'appelle à la part de Char, etc. Ah, attends, super. Il me fait ouais, t'as fait une transaction avec. Non, je n'aurais pas fait qu'une. On en est déjà à la 3e. Et puis on parle. Et puis là, c'est sûr que quand on travaille avec les proches, le réseau de contact, la base de données, on y revient toujours. Et là, on fait beaucoup plus de ventes et c'est surtout les taux de conversion qui sont juste incroyables. C'était le sujet de la conférence, mais j'ai rien inventé. Moi, je fais qu'adapter, d'appliquer le livre rouge. Mais que si on travaille vraiment serré avec nos bases de données, les gens qu'on connaît, les gens avec qui on a fait des transactions, c'est 10 ans. Ça, franchement, c'est juste génial. Et puis, franchement, tout ce qu'on vous explique au travers de ce live d'aujourd'hui, de la création et d'un sentiment d'urgence, d'insuffler un sentiment d'urgence, ça s'apprend. Là, aujourd'hui, vous y êtes sensibilisés et de mettre le discours en bouche, etc. Allez pas vous entraîner avec les clients, on en revient toujours, c'est des scripts. Entraînez-vous avec les collègues, faites-vous des vidéos. Moi, j'ai fait faire ça à toute l'équipe. Je leur ai expliqué, je leur ai fait la présentation. Je leur fais maintenant, vous avez en 1 minute, vous me restituez avec vos mots ce que je viens de vous raconter. Et puis,
on a amélioré. Et au fur et à mesure, il y avait moins de E, les éléments clés, les éléments importants, on les a améliorés. Et franchement, là, au bout de 3-4 entraînements, ils ont même réussi à me closer. Et j'adore. C'est cool, hein? C'est cool. Et puis, une fois qu'on a acquis cette compétence, on peut créer de nouvelles opportunités pour nos acheteurs et puis même pour nous-mêmes. Hein, parce que comme c'est une citation qui dit pour atteindre nos propres objectifs, il faut aider un maximum de personnes à atteindre les leurs. Donc, si vous voulez les aider à atteindre leurs objectifs, il va falloir leur fournir une information claire, décryptée, convaincante. Et puis, au travers de l'accompagnement des autres dans leurs objectifs, nous, on réalise les nôtres. Hein. Tout à fait. Voilà. Et puis, dites-vous bien une chose là, c'est que l'urgence, elle ne viendra pas des gens, pas d'eux-mêmes. Ça doit clairement venir de nous, au travers de nos informations et de notre côté pédagogue. Ouais, mais ils en ont besoin. Il y a une question, Sandrine, à laquelle je veux bien répondre, c'est comment tu leur fais comprendre qu'ils ne trouveront pas l'appart avec tel truc du premier appart, tel machin du deuxième. Oui, je vois ce que tu veux dire, Sandrine. En fait, c'est assez simple. Moi, je pense que le problème, il est un peu plus à l'origine. Tout à l'heure, il parlait d'être prêt, disposé, apte, etc. Nous, on utilise 4 critères pour qualifier un acheteur chez nous. Faut qu'ils veulent vraiment acheter. Pour qu'ils veulent vraiment acheter, il faut savoir pourquoi il achète et quelle date il s'est fixé. Moi, un acquéreur qui n'a pas de date, en me disant il faut que j'ai les clés à telle date, déjà, est-ce qu'il est prêt à acheter? C'est savoir après, deuxièmement, c'est est-ce qu'il est prêt à acheter? Savoir est-ce qu'il est prêt à signer, à réserver le bien dès demain. Voilà, déjà, là, j'ai un deuxième indicateur. Troisième indicateur, c'est est-ce qu'il peut acheter? Savoir si vraiment il a le financement, si c'est solide. Alors, je vous donne l'astuce. Moi, je l'ai coincé. Les agents les coincent aujourd'hui en disant quel est votre budget de frais notaires inclus? Parce que quelqu'un qui n'a pas travaillé son budget, il se fait surprendre par la question. Parce que généralement, à force de chercher sur les portails, il regarde que le budget affiché des biens et il n'a pas réfléchi à englober les frais, etc. Quatrième chose, c'est est-ce qu'il est décisionnaire? On parlait tout à l'heure de tonton bricoleur, du papa qui revient nous éclater la visite. Ça, il faut les mettre de suite dans les premières visites. Et souvent, quand tu as quelqu'un qui a fait beaucoup de visites et qui s'est idéalisé un bien, il y a un des 4 qui ne va pas. Et souvent, c'est est-ce qu'il est prêt à acheter? C'est-à-dire qu'ils vont se trouver tout un tas d'excuses en disant ouais, mais là, il n'y a pas le balcon, alors que dans l'autre, il y avait le balcon, mais le séjour est bien ici, etc. En fait, il va falloir creuser. Parce que là, l'objection, elle est plus sur le fait d'être prêt à justement acheter, à passer dans ce mouvement d'achat. D'accord. Moi, quand je garde ces critères aussi, il y a les priorités d'achat. Il faut faire attention à ça, ne pas se planter, parce que tout achat immobilier, il y a une concession à faire quelque part, soit sur le type de bien, soit sur le budget, soit sur le secteur. On a rarement les 3 qui sont alignés. Et si tu as quelqu'un qui n'est pas capable de faire une concession sur un des 3, toi, tu en rajoutes un 4e, c'est ça? Ouais. Moi, ce que j'appelle l'équaliseur. En fait, il y a 4 critères qu'on peut bouger. Tu sais, l'équaliseur d'un DJ, où tu mets tout en haut, tu mets tout en bas, et puis après, tu peux bouger. Il y a le prix, le budget, le secteur, l'état de la propriété. Donc, est-ce qu'il y a des travaux, pas de travaux, est-ce que c'est ancien, est-ce que c'est neuf, et la superficie. Donc, je mets en place ces 4 curseurs. Je leur fais, OK, le budget il est au maximum et vous êtes dans le secteur le plus cher. OK, ces deux-là qu'on ne peut pas bouger sont au max. Donc, après, ça va être l'état. Donc, on va plus être sur un état intermédiaire. Okay. Et puis, la superficie. Est-ce que vous êtes prêt à prendre quelque chose de plus petit, mais qui est vraiment en parfait état? Ou alors, est-ce que vous êtes prêt à faire un petit peu de travaux et vous aurez quelque chose d'un petit peu plus grand? Je leur explique ça comme ça. C'est vous qui allez décider sur quel bouton vous allez vouloir actionner. Et puis, je leur dis, trouver sa propriété n'est pas un jeu de sélection, c'est un jeu d'élimination. Exact. Parce que comme on sait, au travers de j'ai choisi tel truc, telle propriété, 16% de probabilité de closer le deal. Donc, j'en fais les 3-4 premières visites vont permettre de vraiment bien cerner les choses. Et puis, ce n'est pas les critères, c'est vos réactions. Et puis, à chaque fois que vous êtes dans une propriété, simplement demandez-vous, est-ce que je me vois vivre ici? Et la réponse, elle est non. Tout le reste, on s'en fout. De toute façon, ce n'est pas ça que vous achèterez parce que si vous ne vous sentez pas bien, c'est mort. Et puis, je leur fais, au bout d'un moment que vous aurez éliminé un certain nombre de propriétés, vous allez rentrer dans une maison, dans un appartement et puis là,
vous ne me poserez plus de questions. Là, vous ne parlerez plus. Okay, et puis là, il va se passer quelque chose à l'intérieur de vous. Et puis, c'est ça. Vous y sentirez bien. On n'est pas dans une histoire de critères. Les critères vont simplement situer les curseurs de budget, de superficie, comme on a dit. Mais en bout de ligne, la décision d'achat, c'est est-ce que je me vois vivre là? Mais complètement. Et tu sais, nous, on a une vraie méthode pour sélectionner les biens parce que le gros piège dans lequel tombent la plupart des agents, c'est d'essayer de penser à la place des clients. Et tu sais, ouais, mais je suis sûr que ça, c'est pas fait pour eux. Je vais pas prendre le temps de montrer cette maison. C'est sûr, c'est pas fait pour eux. Jamais ils voudront ça. Et en fait, tu passes à côté d'une vente magnifique parce que tu as pensé à la place des gens. Et c'est pour ça que les critères objectifs et les critères subjectifs et dissocier les deux et sélectionner les biens en fonction, c'est très, très important avec ce fameux, moi j'appelle ça le triangle des priorités, mais j'aime bien tes critères, enfin l'équaliseur, là, j'aime bien. Le DJ, là. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment très bien. Et c'est très imagé, hein. Ils aiment vraiment ça, hein. Et moi, j'ai toujours cette expérience. C'était il y a peut-être, je pourrais 18-20 ans, un truc comme ça, là. Un samedi matin, un client qui arrive à l'agence et puis qui me dit je veux une maison de caractère dans le centre-ville de Triel-sur-Seine. Donc là, c'est dans les Yvelines. Et puis, chauffage gaz, tu sais, chauffe grosse. Et puis, on se découvre et tout. Je lui ai montré quelques propriétés qui matchent vraiment. Et puis, on se découvre. Et puis, je fais, il y en a une là, je vous emmène, je vous montre pas de photos, on y va. On était en périphérie de la ville, maison neuve, chauffage électrique, ce qui était dans son budget. Et puis, en fait, pour lui, qui avait un emploi du temps de psychopathe, c'était du clé en main, pas d'entretien, fonctionnel, rationnel, facile à vivre, donc qui lui permettait d'avoir tout le temps et toute la concentration sur son travail. Et c'était ça finalement le plus important. Et puis que son épouse restait à la maison et il voulait qu'elle soit confortable, que ce soit pas contraignant, finalement qu'il n'y ait pas de travaux, etc. Et on avait signé, donc là c'était le samedi matin et puis le samedi soir on avait signé la vente. Excellent. Et finalement, l'important, c'était pas la maison. L'important, c'était le confort de son épouse et que lui soit toujours plus libre pour son travail. Donc finalement, on n'était pas sur des critères immobiliers. Pas d'a priori et pas s'enfermer aussi dans la liste de courses qu'ils donnent parce que alors là, on se retrouve à chercher une aiguille dans une botte de foin. Bien, en conclusion… trois choses. Détecter les véritables acquéreurs et il faut un peu les entre guillemets, surtout sur ce marché, en tout cas nous lequel on pratique, c'est on coucoune les vendeurs pour avoir une exclusivité au prix, etc. Et les acquéreurs, on les maltraite un peu, hein, c'est-à-dire qu'on pousse un peu en découverte, etc., de façon à sortir vraiment les bons acquéreurs parce que c'est très chronophage. Ensuite, on va évidemment sélectionner les biens en fonction de ce qu'ils ont demandé, évidemment, mais des priorités d'achat. Tu vois, tu le disais bien, si madame, c'est la priorité, un certain confort par rapport au lieu du travail, il va falloir vraiment le prendre peut-être même plus en compte que réellement la demande qu'ils ont sur certains critères. Et après, troisièmement, moi, j'adore ça. C'est ce qui m'a permis d'avancer dans ce métier. En tout cas, c'est vraiment de prendre cette position d'économiste de l'immobilier en général ou du secteur et d'être un espèce de se transformer en détecteur d'opportunités de vie. Ouais. En disant, voilà, actuellement, dans votre vie, vous voulez vivre comme ça, c'est un bon achat, vous empruntez dans les bonnes conditions, éclatez-vous, régalez-vous, c'est chouette. C'est un beau projet. Ouais, c'est comme ça. Voilà. 15h. Non 14h59. Pas mal ça. On progresse, hein, cher ami. Hein. Alors là, franchement, à la seconde près, quoi. Est-ce qu'il y a des AA C'est Mickaël qui veut être fier de nous. Est-ce qu'il y a des AA sur ce shift 9 ou d'autres questions? Déjà, est-ce qu'on a répondu à la question de Sandrine qui demandait comment leur faire comprendre qu'ils ne trouveront pas l'appart, etc. Donc, l'équaliseur, OK. L'équaliseur, yes. C'est quoi ton A? Comme ils n'ont pas le son, ils vont faire. L'équaliseur, j'ai une vidéo là-dessus. Je vais la mettre sur le groupe Shift à l'action. Là, c'est une petite dizaine de minutes qui fait gagner des heures. Super, merci pour vos retours d'expérience. Faire bien les découvertes, sachant malgré tout qu'ils peuvent changer d'avis du tout. Ouais, tout à fait, ouais, clairement. Maison contemporaine, maison de maître. Soyez pas surpris. D'ailleurs, tu sais,
J'ai des agents, des fois, ils me disent, ouais, je suis vexé, il m'avait dit ça, finalement, il est parti sur autre chose. Mais je lui dis, mais pourquoi t'es vexé? Il me dit, ouais, mais il m'avait dit ça au départ, et il a changé d'avis. Bah oui, mais c'est un peu sa vie et son argent, donc il a le droit. À un moment donné, Oui, clairement. Clairement. Et donc, ouais, il va falloir s'adapter, ouais, clairement. Donc, les 4 visites en 2 rendez-vous. Donc, Thibaut, ouais, il faut occuper le terrain, il faut occuper leur calendrier. C'est super important ça. Parce qu'en utilisant le terrain de leur temps, eh ben, vous leur laissez pas le temps d'aller voir quelqu'un. Sinon, tu laisses la place à la concurrence. Hein. Bah oui. Et puis, si vous voulez vraiment fermer la porte à la concurrence, tu n'y des mandats de recherche. D'ailleurs, pour info, les vendeurs, c'est la même chose. Hein. Vous occupez le terrain sur 3-6 mois en faisant un plan de commercialisation aux petits oignons avec le mec, il n'a pas le temps d'aller imaginer être ailleurs. Hein. C'est idéal. Bien, je crois qu'on est pas mal. Ouais. D'ailleurs, quand vous êtes sur un marché comme nous, la pré-qualif, vous la faites au téléphone. Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est décisionnaire? Au téléphone, parce qu'il y a tellement de leads acquéreurs qui arrivent. Il y a tellement de demandes, mais à l'intérieur. Moi, perso, ici, sur 10 acquéreurs, il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont réellement acheteurs. Non, moi, j'ai pas ça. Sur 100, il y en a peut-être 4. Ah ouais. Là, on a fait quoi? On a fait pas loin de 200 appels là, ces 10 derniers jours. On en a détecté beaucoup. Mais tu vois, sur 200, on en a 13 cette semaine. 13 cette semaine, 10 la semaine d'avant. Donc, 2. Tu vois, 2, Bien. On est bon, Mika. Hein. Merci, les amis. Merci à tous pour votre participation. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, Mika? Je crois qu'il y a le shift qui sort. Ah ouais? Ils sont en chinois, c'est bon. Oui. En mandarin. En mandarin. Bon, voilà. Merci encore et bon week-end à tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Ça marche. Avec grand plaisir. À vendredi prochain. Ciao, ciao. Bye.